Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour comment Patrick. allez-vous? Vous êtes à Paris, vous? Oui, je suis à Paris. Enfin, en Normandie, plus précisément. Bon, alors nous allons commencer. Alors, comme vous le savez, ce live est diffusé en direct sur la page YouTube de la France au cœur, donc dans l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami, le sénateur Ronan Le Gleut. Ronan, merci beaucoup. Pour l'invitation. Ronan Le Gleut est sénateur des Français de l'étranger, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ex-conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger AFE, membre du conseil d'administration de Campus France, secrétaire général adjoint des Républicains en charge des relations avec les partis politiques étrangères, et également, entre autres, auteur du projet de loi pour la création du Fonds d'urgence des Français de l'étranger qui a été voté à l'unanimité au Sénat il y a quelques jours. Non, merci d'être ici. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais vous demander de couper vos micros. Merci. Donc, nous avons également parmi nous des amis d'un peu toute l'Amérique du Sud. Je crois que Michel Goupil n'est pas encore là, elle va nous rejoindre, qui est conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Gérard Signoret du Mexique, qui est également conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Martin Buroun va nous rejoindre de l'Uruguay, conseiller également des Français. Xavier Noël-Bouton, qui est organisateur de cette réunion, qui est conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription de Brasilia et le nord du Brésil. Mathieu Dernis, Brésil. Patrick Blois, Nicaragua, Honduras. Sarah Noël-Bouton, je ne la vois pas, mais elle ne devrait pas tarder non plus, qui est du Brésil. Je suis demandée à entrer. Ah d'accord, ok. Bonjour Sarah. Bonjour. Edmond Suchet du Paraguay. Frédéric Martiquet de Colombie, Laurent Waxman d'Argentine. Je crois que Anne est là aussi, non? Anne n'est pas là, d'accord. Sophie Samaran du Chili. Pascal Gras, malheureusement bloqué au Chili, au Mexique, et Arnaud Lavasier du Mexique. Je crois que je n'ai oublié personne. Si Maintenant, c'est parfait. Voilà. Donc, Xavier, je te laisse la parole pour que tu puisses faire une introduction sur le sujet du jour. Oui, bien d'abord, je vais commencer par dire bienvenue à tout le monde, et en particulier à notre ami Ronan Le Gleut. Merci Ronan de nous consacrer ce moment. Nous sommes représentants là de l'Amérique latine et des Caraïbes, même si pour l'instant il n'y a personne des Caraïbes, mais je pense qu'on va en voir arriver dans quelques minutes. Tout le monde, sur notre continent et ailleurs, tout le monde est très intéressé par le devenir des lycées français qui sont, pour moi, enfin je considère comme un joyau de la diplomatie française. C'est le moyen le plus sûr d'apprendre le français et en plus de tout d'avoir un niveau d'enseignement de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas en Amérique latine et aux Caraïbes. Et également, nous sommes tous intéressés évidemment par les alliances françaises qui subissent un choc absolument considérable avec cette pandémie. Et j'attends de l'exposé de Ronan Le Gleut une espèce de vision sur le devenir de tous ces établissements. C'est extrêmement important. Pour moi, c'est absolument essentiel. Je vois Cyril qui vient d'arriver. Salut Cyril. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Ronan, je te laisse la parole. Je ne veux pas manger sur le temps de tout le monde. Très bien. Merci infiniment à Xavier et à Bertrand pour l'organisation de ce Zoom. Je suis absolument ravi de revoir de nombreux amis.
je crois que je connais presque tout le monde. Peut-être Mathieu, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà, donc, à part Mathieu, je crois que je connais tout le monde. Je suis absolument ravi de vous voir et de faire la connaissance de Mathieu. Alors, si vous voulez, je vais partir du cadre général, donc du budget de l'État, pour venir spécifiquement sur la question des lycées et des alliances françaises. Je démarre par le cadre général pour que vous puissiez savoir où, dans le budget de l'État, se trouvent les crédits qui sont affectés justement au lycée français, à l'Alliance française. Je pense que c'est important, quand on est engagé comme vous l'êtes, d'avoir ces notions de finances publiques françaises. Je pense que c'est utile. Voilà. Donc, le cadre général est le suivant. À la fin de chaque année, il est question de voter le budget de l'État dans le cadre d'un projet de loi de finances, qu'on résume souvent en PLF. Voilà, projet de loi de finances. Donc, on étudie le projet de loi de finances 2021 pendant les mois d'octobre, novembre, jusqu'à décembre, où le Parlement est amené à voter le budget de l'État. Et il est important d'avoir un peu le vocabulaire de ce budget de l'État. Donc, le vocabulaire, c'est PLF, déjà, projet de loi de finances. Et ensuite, la manière dont le budget est découpé dans le budget de l'État. C'est-à-dire, il y a 3 mots à connaître. C'est d'abord le mot mission, ensuite programme et ensuite action. C'est-à-dire que les crédits de l'État sont découpés en missions. Et on a 2 missions qui nous intéressent, qui concernent le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui sont l'aide publique au développement à travers l'action de l'AFD, l'Agence française de développement, et l'autre qui est vraiment, nous concerne directement en tant que Français de l'étranger, qui s'appelle la mission Action extérieure de l'État. Donc 2 missions, aide publique au développement, action extérieure de l'État. Ensuite, à l'intérieur des missions, il y a des programmes. Donc, dans l'action extérieure de l'État, dans la mission Action extérieure de l'État, il y a 3 programmes que je vais vous présenter. Et à l'intérieur de chaque programme, des actions. Alors, pourquoi c'est important de savoir si on parle d'une mission, d'un programme ou d'une action? C'est important parce qu'il y a des questions de fongibilité. C'est-à-dire qu'on peut transférer des fonds d'une action à l'autre facilement, vous voyez. Après, il peut y avoir des transferts d'un programme à l'autre, mais vous voyez, tout n'est pas fongible. Donc, c'est important de le savoir parce que, notamment pour nous, les parlementaires, quand on dépose des amendements au projet de loi de finances, on ne peut pas créer de dépenses nouvelles. C'est-à-dire que si on veut affecter des crédits à un endroit spécifique, à une ligne budgétaire spécifique, il faut qu'on prenne ailleurs. Donc, c'est pour ça que ces notions sont importantes. Alors, sur la mission Action extérieure de l'État, donc qui nous concerne directement, donc il y a ce bleu budgétaire, le bleu budgétaire Action extérieure de l'État. Vous voyez, c'est un pavé assez volumineux. Et donc, tous les budgets de l'État sont découpés comme ça en missions. Donc, Action extérieure de l'État. Je vous disais, à l'intérieur, il y a 3 missions, il y a 3 programmes. Alors, les 3 programmes, ils ont un numéro et un nom. Donc, le premier programme est le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde. Alors, je sais que peut-être pour certains conseillers qui sont conseillers depuis longtemps, tout ça est connu, mais ça me semble quand même utile de replacer le contexte. Donc, si vous voulez, le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, c'est principalement la diplomatie, c'est-à-dire nos ambassades, nos chancelleries, la diplomatie au sens des relations bilatérales, donc ce sont nos ambassadeurs bilatéraux, et au sens multilatéral, c'est-à-dire l'engagement de la France dans les organisations internationales dans lesquelles elle est engagée, comme l'ONU, comme l'OTAN ou l'Union européenne. Il y a des contributions financières de la France dans ce cadre-là. Donc ça, c'est le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, qui là encore ne concerne pas les Français de l'étranger très directement. Finalement, la diplomatie entre 2 pays, ce n'est pas les relations des Français de l'étranger. Par contre, les 2 autres programmes de la mission Action extérieure de l'État nous impactent directement dans notre quotidien.
Le premier, c'est le programme 185 pour lequel je suis co-rapporteur, qui est la diplomatie culturelle et d'influence. Et à l'intérieur de la diplomatie culturelle et d'influence, on a les crédits de l'État pour les 535 écoles, collèges, lycées français à l'étranger du réseau de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. On a les instituts français, les alliances françaises, Campus France, qui concerne elle aussi, qui peut aussi avoir un impact très important sur les Français de l'étranger, puisque Campus France promeut la destination France après le baccalauréat pour y faire ses études supérieures, et Atout France, qui elle nous concerne moins, qui est la promotion du tourisme en France, c'est-à-dire la destination France comme destination touristique. Ces 5 éléments, donc agence AEFE, Institut français, Alliance française, Atout France, Campus France, sont dans le programme 185 diplomatie culturelle et d'influence, sur lequel je vais revenir puisque c'est celui pour lequel je suis rapporteur. Et enfin, le troisième programme de la mission Action extérieure de l'État, c'est le programme 151 qui s'appelle Français à l'étranger et affaires consulaires. Donc les affaires consulaires, vous connaissez ça absolument par cœur. Ce sont les crédits de nos consulats. Et il est dit ici français à l'étranger parce que, chose qui peut paraître un peu curieuse, les bourses scolaires pour nos Français qui sont scolarisés dans le réseau de l'AEFE sont dans ce programme 151. C'est-à-dire qu'assez curieusement, on a les crédits qui financent l'AEFE qui sont sur le programme 185, séparés des bourses scolaires qui sont dans un autre programme, dans le programme 151. Ça crée souvent de la confusion, cette distinction entre 2 programmes, mais c'est des notions, je pense, qui est important d'avoir en tête quand on travaille comme ça au quotidien pour les Français de l'étranger. Alors, il y a plusieurs rapporteurs. Donc, au Sénat, on a la situation suivante. Donc, il y a une commission des finances, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et on a 2 rapporteurs spéciaux qui rapportent sur la totalité du bleu budgétaire Action extérieure de l'État, donc sur les 3 programmes. Ces 2 rapporteurs sont le sénateur centriste Vincent Delahaye et le sénateur socialiste Rémi Féraud, qui est un sénateur de Paris. Donc, ils sont rapporteurs, c'est-à-dire qu'ils émettent un avis et ils prononcent une opinion. Par exemple, Vincent Delahaye, dans l'hémicycle du Sénat, lors de l'examen des budgets de l'action extérieure de l'État, a exprimé une opinion personnelle qui n'était pas l'opinion de la Commission des finances dans son ensemble. Et son opinion personnelle, c'est qu'il regrettait qu'il n'y ait pas de diminution du nombre de fonctionnaires au Quai d'Orsay. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas tous sur les mêmes positions. Moi, j'estime que depuis, disons, une bonne quinzaine d'années, le Quai d'Orsay est totalement à l'os. Et donc, évidemment, je ne partage pas ces analyses, mais vous voyez qu'il n'y a pas de consensus sur tous les bancs du Sénat sur ce type de questions budgétaires. Et c'est une position qui est sa position officielle, c'est celle qu'il a prononcée dans l'hémicycle devant Jean-Yves Le Drian. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un programme qui a été appliqué pendant le début de ce quinquennat qui s'appelle Action publique 2022 et qui vise à réduire drastiquement le nombre d'agents dans les consulats et les ambassades. Ça a été appliqué pendant les 3 premières années du quinquennat et il y a eu un gel des suppressions, donc il n'y a pas eu de nouvelles embauches, il y a juste eu une stabilité du nombre d'agents parce que quand on s'est rendu compte avec la crise de la pandémie, avec la fermeture des frontières, qu'en fait les agents consulaires étaient complètement débordés dans ces cas de crise, qu'en fait on ne pouvait pas continuer à rogner sur les moyens des consulats, et donc c'est comme ça qu'a été obtenu ce gel des suppressions. Mais enfin, ça vient quand même après 3 années de baisse très forte. Voilà, donc les 2 rapporteurs spéciaux de la commission des finances dont je viens de parler. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des rapporteurs pour avis, c'est-à-dire qu'il y a 2 commissions qui sont la commission culture, enseignement et la commission affaires étrangères, défense, qui sont amenées à prononcer des avis budgétaires. Donc, pour ce qui est de la commission culture, c'est le sénateur alsacien centriste Claude Kern qui rapporte sur la diplomatie culturelle et d'influence.
Et au sein de la Commission des affaires étrangères défense, on a 6 rapporteurs pour avis et deux par programme. Voilà. Et donc, sur le programme 185, je suis co-rapporteur avec un ancien ministre de François Hollande, qui est André Valigny, qui est un sénateur socialiste de l'Isère. Donc, nous sommes tous les deux co-rapporteurs. Et donc, ça donne ce document qui est un avis budgétaire que nous avons donc rendu au mois de décembre, qu'on a d'abord fait adopter en commission des affaires… la dernière semaine de novembre. On a d'abord fait adopter en commission des affaires étrangères, puis 2 jours plus tard dans l'hémicycle du Sénat, où on a exprimé nos priorités devant Jean-Yves Le Drian. Voilà, donc je vais vous dire un mot sur les priorités justement qu'on a exprimées. Alors, elles sont au nombre de 3. La première des priorités exprimées, c'est la priorité de sécurisation de nos lycées français à l'étranger. C'est-à-dire que vous savez notamment qu'après la republication des caricatures de Mahomet et dans la foulée, l'interview du président de la République devant Al Jazeera, la chaîne du Qatar, avec, selon les conseillers des Français de l'étranger que j'ai eu au téléphone en Arabie Saoudite notamment, selon eux, une mauvaise traduction des propos du président de la République. Ces propos ont été interprétés comme ayant dit devant Al Jazeera que la France continuera à blasphémer le prophète. Il n'a pas dit les choses dans ces termes, mais en tout cas, ça a mis le feu aux poudres. Et il y a eu des manifestations anti-françaises extrêmement importantes. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est notamment une manifestation de 50 000 personnes devant l'ambassade de France à Dhaka, au Bangladesh. Et surtout, la chose très surprenante, et c'est Jean-Yves Le Drian qui l'a exprimé dans une phrase qui est « la menace est partout », le fait qu'on constate des manifestations anti-françaises dans des endroits où on ne s'y attend pas. Je veux dire qu'il y ait des manifestations anti-françaises à Chicago et à Düsseldorf, ce n'est pas hyper intuitif. Moi, j'ai parlé de ça devant des conseillers des Français de l'étranger qui sont présents aux États-Unis et ils m'ont envoyé par mail des appels à manifester devant des emprises françaises dans plusieurs villes des États-Unis, des communautés musulmanes aux États-Unis. Et à Düsseldorf, pareil, je crois que ce sont des communautés turques qui ont organisé une manifestation anti-française. Donc, vous voyez, il y a quand même un niveau de tension qui est extrêmement forte. Jean-Yves Le Drian dit « la menace est partout ». Et donc, nous considérons qu'il est important d'investir dans la sécurisation des lycées. Ça peut prendre tout un tas de formes. Dans les cas tout à fait extrêmes, c'est un sas d'entrée. Ça existe dans certains, notamment au Sahel. Mais ça peut être des caméras de surveillance et puis ça peut être de la formation. Parce que vous savez que souvent dans les lycées, il y a une journée par an où on simule une situation. Et donc ça a un coût. Ce sont des journées qui ont un coût, etc. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la republication des caricatures de Mahomet, il y a déjà eu une première décision qui avait été d'affecter 9 millions d'euros d'argent frais à l'AEFE strictement pour les questions de sécurité. Mais c'était avant les caricatures et avant le fameux « la menace est partout ». Et donc, nous avons considéré qu'il fallait réajuster cette somme. Voilà. Donc ça, c'est un des discours que j'ai tenu dans l'hémicycle devant Jean-Yves Le Drian pour vraiment l'alerter sur ce sujet. Ce qui a été mis en œuvre, c'est la chose suivante. En fait, l'année dernière, les crédits qui étaient fléchés vers la sécurisation des lycées étaient affectés dans un compte d'affectation spéciale, donc qu'on résume par CAS, CAS pour compte d'affectation spéciale, qui s'appelle le CAS 723, et qui était mal adapté pour pouvoir financer des projets de sécurité dans les lycées français à l'étranger. Pourquoi ? Parce que en vertu des règles de finances publiques, le compte d'affectation spéciale ne peut
les sommes ne peuvent être utilisées que pour financer des travaux quand le lycée appartient à la France. Or, vous savez que dans nos réseaux de 535 lycées français à l'étranger, il existe 3 statuts. Donc, les 535 sont homologués à EFE, mais à l'intérieur, il y a 3 catégories. Il y a les établissements en gestion directe qui, eux, effectivement appartiennent à la France, mais qui sont minoritaires, qui sont que 71 sur les 535. Ensuite, il y a les établissements conventionnés, et puis le plus grand nombre, ce sont les établissements partenaires, qui sont des établissements privés. Et donc, le fait d'avoir des sommes dans le compte d'affectation spéciale 723 ne rendait pas possible d'utiliser cet argent pour faire des travaux de sécurisation de lycées qui sont des établissements partenaires, donc privés. C'est la raison pour laquelle cette somme de 9 millions d'euros a été fléchée directement vers la EFE, qui, elle, a les moyens d'aider un établissement partenaire. Alors, j'insiste beaucoup sur ces 9 millions d'euros d'argent frais dont vraiment la vocation est la sécurité, parce que parfois, l'information met du temps à descendre jusqu'à vos proviseurs. Et donc, il me semble important, si dans vos relations avec le proviseur ou avec les parents d'élèves gestionnaires, si vous avez un établissement conventionné, voire même avec un établissement en gestion directe, un EGD, de bien vous assurer, je pense que c'est votre rôle d'élus locaux, qu'ils sont bien au courant du fait qu'il y a 9 millions supplémentaires nouveaux au projet de loi de finances 2021 qui ont cette vocation, qui sont fléchés vers la sécurité. C'est-à-dire que le proviseur peut être amené à solliciter l'AEFE pour un projet de sécurisation. Comme je vous disais, ça peut soit être des caméras, soit un projet immobilier, créer une guérite, etc., ou financer également de la formation. Donc, voilà, je pense que c'est une information importante à avoir. Je peux vous dire que j'ai constaté que parfois, ils n'étaient pas forcément tout à fait au courant de cela. Et puis là, l'information est encore très récente, puisque nous venons au mois de décembre d'adopter ce budget. Donc, voilà, je pense que c'est important que vous le sachiez, que voilà, vous pouvez vous-même en informer votre communauté éducative. Deuxième priorité, c'est en fait, c'est le fait que depuis le début du quinquennat, il y a une contradiction entre les paroles et les actes de la part du gouvernement. Les paroles, c'est le discours extrêmement volontariste de doublement du nombre d'élèves dans le réseau AEFE dans un discours du président de la République. Très bien. Donc, un discours très, très volontaire, très allant. Et les actes, c'est la décision de supprimer 512 postes de titulaires dans le réseau AEFE. Donc, si vous voulez, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'en gros, ils affichent des ambitions et ils mettent le contraire en face. Donc, l'idée de supprimer 512 postes, en fait, a été appliquée à la lettre. Ils ont supprimé ces 512 postes de titulaires en 4 ans. Alors, au départ, ça devait être en 3 ans. Finalement, ils l'ont étalé sur 4 ans. Alors, ils l'ont fait par tranche. Et donc, la 4e tranche de suppression, donc ils l'ont fait au fur et à mesure. Et la 4e tranche de suppression, en fait, c'est cette année, ils ont supprimé 71 postes, qui sont les 71 derniers pour arriver à moins 512. Donc, ils l'ont fait. On y est. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extrêmement frustrant à entendre des discours extrêmement volontaires et positifs sur la nécessité de développer le réseau d'enseignement français à l'étranger et de voir la réalité des décisions budgétaires qui sont en contradiction totale avec les discours. Donc, il y a une contradiction vraiment insoutenable entre le discours et les actes dans ce qui est fait. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué à lire parce qu'il faut vraiment, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'en tenir au discours. Il faut toujours vérifier si derrière, il y a des décisions politiques qui correspondent au discours. Et en général, on est toujours déçu. Il n'y a pas de matérialisation du discours. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que souvent, on peut adhérer au discours. Mais quand on voit que c'est exactement l'inverse qui est fait, c'est plus difficile à démontrer. Ensuite, il faut aller regarder dans
dans les crédits ce qui a vraiment été voté. Donc, voilà sur ce point. Un autre élément, c'est la question de l'attractivité pour les enseignants. Ça a des conséquences aussi très importantes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que fort d'un déplacement au Sahel, j'ai été interpellé par un proviseur, enfin une proviseure en l'occurrence, qui m'expliquait qu'à la rentrée, elle avait 6 postes non pourvus, parce que tout simplement, elle n'a eu aucun candidat pour venir travailler dans son lycée. Donc, c'est pour des raisons évidentes de sécurité. On peut parfaitement comprendre hein, de ne pas vouloir aller travailler dans un des pays les plus dangereux du monde, hein, il n'y a pas de sujet. Mais donc, j'ai interrogé Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE, sur cette question, la question de l'attractivité, et savoir ce qu'il en pensait, les conclusions qu'il en tirait. Sa réponse a été extrêmement intéressante, parce qu'il nous a appris que chaque année, chaque été, évidemment, il y a un certain nombre d'enseignants qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale en France, qui candidatent pour aller enseigner dans les lycées français à l'étranger. Et durant l'été, finalement, au dernier moment, finalement, ils décident de ne pas aller s'expatrier, ce qu'on peut comprendre hein, pour des raisons personnelles, familiales, il peut y avoir tout un tas de raisons. Et donc, à l'échelle du réseau, c'est chaque été à peu près 60 postes qui sont non pourvus, c'est-à-dire une soixantaine d'enseignants qui finalement, durant l'été, étaient affectés à un lycée français à l'étranger et puis signalent à leur hiérarchie que finalement, ils ne souhaitent pas y aller. Bon. Donc, chaque année, c'est à peu près 60. Et ce que nous a révélé Olivier Brochet en audition, c'est que cette année, c'était plus de 200. Donc, la rentrée de septembre 2020 est donc de nature différente. Plus de 200, alors que la moyenne, c'est 60 chaque année. Et son explication, qui d'ailleurs me semble tout à fait valable, c'est que ces enseignants qui enseignent dans une région en France et qui envisagent de s'expatrier ont découvert durant le premier confinement, le début de la pandémie, que des États pouvaient décider du jour au lendemain et sans prévenir de fermer les frontières. Et donc, la perspective d'une expatriation, surtout pour ceux qui peut-être partent pour la première fois vivre à l'étranger, est de se dire, du jour au lendemain, je peux me réveiller un matin et apprendre que mes frontières sont fermées, que si par exemple j'ai un ennui de santé et que je souhaite rentrer en France, ou que par exemple mes parents ont un ennui de santé et je souhaite aller les voir, je vais peut-être me retrouver bloqué pendant des semaines, voire des mois. Et donc, ils ont décidé de ne pas partir. Voilà. Donc, il y a un problème d'attractivité qui est nouveau et qui est lié notamment à cette pandémie. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est sur les instituts français et les alliances françaises. Alors, les crédits sont stables en ce qui les concerne. Donc, les alliances françaises, c'est 7,27 millions d'euros. Oui, pardon, je ne vous ai pas dit. Alors, quelques chiffres quand même. Sur l'AEFE, on est à 417 millions d'euros. Sur l'Institut français, on est à 29 millions d'euros. Et les alliances françaises, on est à 7,27 millions d'euros. Voilà, pour avoir un peu quelques chiffres en tête. Et donc, le programme 185, donc diplomatie culturelle et d'influence dans son ensemble, c'est 718 millions d'euros. Voilà. Sur le 105, hein, le gros programme de l'action extérieure de l'État, on est au-dessus du milliard, hein, on est à 1,7 milliard, 1,8 milliard. Donc, sur les alliances françaises et les instituts français, ce qui est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés de nos différentes auditions, c'est la suivante, c'est que, arrivé à la fin 2020, on ne constate pas de fermeture définitive d'alliances françaises et encore moins d'instituts français, mais la situation n'est pas tout à fait comparable. Vous savez que les instituts français sont beaucoup plus financés par l'État que par fonds propres, tandis que les alliances françaises n'ont qu'une aide bien moins importante de l'État. Elles se financent pratiquement de façon autonome et il y en a de mémoire, je crois, 834 dans le monde. Bon. Ces alliances françaises, évidemment, ont subi de plein fouet la pandémie. Elles ont,
pour beaucoup fermé leurs portes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elles ont essayé souvent de se transformer en donnant des cours en ligne, mais tout le monde sait que ce n'est pas la même chose, surtout dans l'apprentissage d'une langue. Et donc évidemment, elles ont eu des baisses de leurs revenus extrêmement substantielles. Et ce que l'on constate globalement à l'échelle du réseau, c'est que l'année 2020, c'est celle où elles ont tapé dans les réserves. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont en dessous des seuils prudentiels. Le fonds de roulement est en dessous de 60 jours. Et donc, la conclusion que nous, on tire de nos auditions, c'est que l'année de tous les dangers, ce n'est pas celle qu'on vient de passer. Ce n'est pas 2020. En fait, l'année de tous les dangers, c'est 2021. C'est-à-dire que 2020, c'est l'année où les gens ont tapé dans leurs réserves. Voilà. Et ça, c'est de manière générale chez les entrepreneurs. Et les alliances françaises, dans une image globale, c'est pareil. On ne constate pas de fermeture, de banqueroute d'alliances françaises, de fermeture définitive en 2020. Mais pour moi, le point d'alerte, c'est vraiment ce que j'ai dit à tous mes interlocuteurs, c'est ce premier semestre 2021. Je pense que nous courons le risque extrêmement sérieux, tangible, de voir des fermetures définitives d'alliances françaises lors du premier semestre 2021, parce que justement, il n'y a plus de réserves. Les réserves ont été épuisées en 2020. Et donc, c'est vraiment le message qu'on a porté à Jean-Yves Le Drian. On lui a dit, souvent d'ailleurs, si, on croise les doigts, les vaccins font qu'on arrive à sortir de cette pandémie et qu'à un moment dans l'année, on finit par retrouver à peu près une vie normale. Imaginons par exemple vers le mois de septembre. C'est donc qu'ensuite, elles vont reprendre leur activité. Donc, c'est vraiment une question de trésorerie. C'est juste quelques mois difficiles à passer. Et donc, nous avons demandé à envoyer comme message à nos COCAC, à nos services culturels des ambassades, où là, il y a des questions de fongibilité qui peuvent permettre de venir un moment en aide à une alliance française, peut-être par un prêt, pas nécessairement un don, mais un prêt, par exemple, qui pourrait être garanti par l'État, pour faire en sorte que ces alliances françaises passent un cap de trésorerie qui leur permette de tenir jusqu'à ce que la vie reprenne. Alors évidemment, si la pandémie dure plus longtemps, il y a un moment où il va y avoir de la casse. Mais si on a cet espoir, par exemple, que vers le mois de septembre, on peut commencer à reprendre une vie normale, c'est juste quelques mois à passer. Et ce serait dommage de voir des fermetures d'alliances françaises, en général définitives. Vous savez que c'est rapide de fermer, c'est beaucoup plus compliqué de réouvrir. Et donc, parfois, il faut juste réussir à permettre de passer un petit cap. Et donc, il y a des éléments de fongibilité. Ça, c'est ce que les services culturels des ambassades peuvent faire. Ils peuvent venir en aide. Et d'ailleurs, ce que m'a dit le directeur général de la mondialisation du Quai d'Orsay, c'est qu'il est important aussi, nous, dans notre rôle, de faire remonter des inquiétudes qui peuvent être, que l'on peut constater sur une alliance française qui serait en danger de survie. Parce que eux, depuis la Direction générale de la mondialisation, ils ont une vision avec des chiffres macro sur 834 alliances françaises. Et donc, ils n'ont pas forcément les signaux d'alarme d'une qui serait particulièrement dans une situation fragile. Donc, c'est aussi à nous de le faire. Ils sont tout à fait preneurs de cela. Voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de résumer un peu nos travaux là, que nous avons eus avec ces deux rapports. Et maintenant, je suis à votre disposition, soit pour parler de ça, soit, si vous le souhaitez, pour aborder d'autres sujets. Merci Ronan. Bon, j'ai coupé les micros de tout le monde, hein, donc il faut les réouvrir si vous voulez poser des questions. Xavier? Je peux parler? Allô? Oui. Vous m'écoutez? Je peux parler un petit peu de mon expérience à l'Alliance française? Oui, alors, Je vous entends. il y a beaucoup d'écho. Hein. Xavier, tu as ton téléphone? Ton microphone? Non, je l'ai coupé. Oui, ah, bon, c'est bon. Je suis présidente de l'Alliance française à Recife. Et oui, il y a un écho encore derrière.
fermer la porte peut-être. Tu fermes la porte? Bien parler à ma place. Et on a eu beaucoup de difficultés cette année. Effectivement, ça a baissé beaucoup nos recettes. Et ce qu'on a fait très vite, on a essayé très vite d'aller en ligne, de faire des cours en ligne. D'ailleurs, on a décidé de continuer à faire seulement des cours en ligne parce que dans notre alliance, les salles sont petites et il faut ouvrir les salles et il ne faut pas avoir trop de monde. Alors pour nous, c'était un petit peu difficile de remplir toutes ces obligations-là. Et on a décidé de faire simplement en ligne. Et je pense que pour l'année prochaine, on ne sait pas ce que va se passer. Je pense que ce serait intéressant que les alliances françaises continuent à faire ce travail de se développer, de développer des cours en ligne, plus que les cours présentiels, parce que ce qui va se passer, je pense, dans ce nouveau temps post-pandémie, c'est que les gens auront découvert cette modalité de cours en ligne et ils vont peut-être, il y a des gens qui voudront plus faire comme ça que sur place. Donc, je pense que beaucoup d'alliances françaises auront besoin, nous, on a besoin d'avoir quand même le matériel, les équipements pour améliorer ce cours en ligne. Pour nous, pour les alliances françaises, je pense que ça, c'est une aide importante de faire en sorte qu'elles puissent développer une offre de cours en ligne et d'autres choses, des services en ligne, en fait. Oui, alors, déjà un grand merci pour ce témoignage. C'est extrêmement utile. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a nécessité des investissements importants? Est-ce que vous gardez les mêmes élèves? Et est-ce que finalement, à partir du moment où vous faites des cours en ligne, est-ce que ça peut même pas vous permettre également finalement d'élargir votre audience et peut-être même d'aller au-delà des élèves qui géographiquement venaient principalement de Recife et de la région? Tout à fait. Actuellement, on a on avait 2 écoles à Recife, une du côté nord et une autre du côté plus près de la plage. Et l'école près de la plage, on l'a fermée parce qu'elle avait les loyers là-bas sont plus chers et on a été obligé de la fermer. Mais d'autre côté, les cours en ligne, ça nous permet, par exemple, d'atteindre des élèves qui sont à l'intérieur de l'État. L'État de Pernambouc, il est très comme ça à l'horizontale. Donc, on a des grandes villes, par exemple, qui sont à 600 km d'ici et qui sont un petit peu perdues à l'intérieur du pays, qui sont loin de toutes les autres capitales, parce que les capitales sont sur le littoral. Et ça, c'est aussi une opportunité d'avoir plus d'élèves. Mais je pense qu'il faut, dans ce cas-là, avoir les compétences pour faire bien ces cours d'une manière qui soit attirante pour l'élève et aussi faire le marketing, faire connaître notre école à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de monde il y a beaucoup d'argent d'ailleurs à l'intérieur, peut-être même plus qu'ici à la capitale. Il y a des gens qui sont très bien et dont les enfants veulent étudier le français et qui n'avaient pas avant l'opportunité parce que c'était juste sur place. Et maintenant, ils pourront peut-être avoir cette opportunité de faire des cours de français. Donc, ce n'est pas tout à fait… Là, maintenant, comme c'était un choc, on n'attendait pas. Là, on a baissé beaucoup les élèves. Mais maintenant, c'est peut-être une opportunité d'avoir plus d'élèves. Moi, je ne suis pas totalement… Au début, j'étais un peu déçue parce que depuis mon mandat se termine l'année prochaine, donc depuis presque 2 ans et demi à peu près, on est en train de lutter contre ce déficit et on a réussi maintenant à avoir des comptes positifs. Mais au début de la pandémie, j'étais un peu affolée avec tout ça.
Mais là, maintenant, je commence à avoir d'autres opportunités. Et je pense que si nous qui avons beaucoup de difficultés, comme la mienne, si on a un petit peu d'aide dans ces matières-là, dans ces branches de technologiques et de marketing, je pense qu'on peut s'en sortir très bien. D'accord. Et est-ce qu'il Est-ce y que je peux a… faire une remarque? Pardon. Non, je voulais juste faire une remarque sur la partie des cours en ligne, parce que c'est quelque chose qu'on a longtemps discuté au sein du comité à Je Tegucigalpa. n'entends plus rien. Les cours en ligne n'étaient disponibles au départ que pour les élèves déjà inscrits à l'Alliance française. Parce qu'on s'est rendu compte que le cours en ligne, vous faites de la concurrence. C'est-à-dire que moi, depuis Tegucigalpa, je peux donner des cours aux élèves de Mexico, qui peuvent être moins chers, aux élèves de Nicaragua, aux élèves de Costa Rica. Donc, il faut faire très attention sur les cours en ligne, parce que ça peut créer une concurrence entre les différentes alliances sur les programmes proposés, les tarifs proposés. Et il y a très souvent des gens qui sont très attentifs aux tarifs. D'ailleurs, l'Alliance française de Paris, sur ce sujet, a envoyé, si je ne me trompe pas, un communiqué à tous ces directeurs d'alliance pour les inciter à essayer de respecter la localisation des élèves dans leurs cours en ligne. Voilà, c'est un petit point quand même qui vaut quand même le coup d'être mentionné sur l'éventuelle concurrence des cours en ligne. Merci. Ronan? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, ce sont deux points absolument essentiels. Moi, j'avais peut-être une première question, c'est est-ce qu'il y a une aide logistique de la Fondation pour les Alliances françaises, justement, pour passer à la digitalisation numérique? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Est-ce qu'il y a peut-être ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques, de best practice? L'IFAC, dans le cas du Honduras, l'IFAC a donné de l'argent pour avoir les souscriptions Zoom et pour s'équiper avec du matériel informatique un peu meilleur. Ça a été fait par le biais de l'IFAC. Intéressant. Sarah? Sarah, tu veux répondre? Je crois qu'elle a un problème de son. Non, il y a un problème de son avec Sarah. Michel, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais poser une question à Ronan pour savoir s'il y a des chiffres sur les suppressions de postes d'expatriés dans les alliances françaises. Nous avons en Argentine le deuxième réseau dans le monde et le poste de directeur pédagogique de l'Alliance centrale de Buenos Aires est menacé, ainsi que le poste de directeur expatrié de l'Alliance française de Mendoza. Alors, attends, ça, il faut que je regarde. Est-ce que je vais retrouver ça rapidement? Alors, attends. Donc, ça, c'est le titre 2 des Alliances françaises. Il faut que je regarde. Je vais avoir du mal à… Sinon, bon, un mail ou un WhatsApp, oui. Voilà, je t'enverrai. Je vais regarder. D'accord. OK, merci. Xavier? Oui, Ronan a parlé tout à l'heure de l'attractivité. Et l'attractivité, elle se fait pour les professeurs, ça il a parfaitement raison, et l'exemple qu'il a cité sur le Sahel ne peut pas être contredit, en tout cas, en aucun cas pour moi, je le contredirais. Par contre, il y a une attractivité aussi, et elle me paraît très importante, c'est pour les parents d'élèves, pour les élèves, disons indirectement. Et là, il y a une règle qui a été instituée, je ne me souviens plus si c'est à la fin du quinquennat Hollande ou au début du quinquennat Macron, je crois que c'est Le Drian qui a fait ça, c'est sous Macron, c'est cette espèce d'obligation de ne pas dépasser 6 ans en contrat extérieur pour les professeurs. Et là, je vais franchement dire ce que je pense à travers
ce que je vis au lycée français de Brasilia, c'est la plus immense connerie qui ait jamais été faite. Parce qu'il y a des professeurs qui n'ont absolument pas envie d'aller à l'extérieur, et il y a des professeurs qui, au contraire, ont fait leur trou, font partie de la société, etc., font remonter les informations tant au lycée en direction du proviseur qu'à l'ambassade ou au consulat général quand c'est le cas. Ce sont des gens qui étaient extrêmement utiles dans tout ce qui était vie sociale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument dramatique. Et il y a une chose qu'on avait évoquée il y a déjà pas mal d'années, c'était le fait également que les professeurs dépendent d'une académie en France. Il n'y a pas d'académie des Français de l'étranger. Et je trouve ça extrêmement regrettable, car quand le professeur X de chimie, par exemple, ou de n'importe quelle autre matière, est nommé alors qu'il est à l'Académie d'Orléans ou à l'Académie de Versailles, l'Académie peut s'opposer à son départ. Et même contre le gré du professeur, contre le gré évidemment du lycée et de la direction du lycée. Et ça, je trouve ça absolument lamentable. Je pense que le fait d'avoir une académie dédiée exclusivement aux Français de l'étranger permettrait de vérifier le maintien du niveau. Parce que demain, moi je le dis, je n'ai jamais enseigné en lycée, mais finalement, enseigner, c'est la même chose que soit en université ou dans un lycée. Il faut donner le maximum de soi-même. Demain, on va avoir au Brésil des professeurs dont le niveau, pardon de parler d'une manière aussi directe, n'est pas équivalent à celui des professeurs de même matière en France. Et on va immanquablement aller vers soit une stabilisation, et qui dit stabilisation à terme, c'est toujours une régression, soit directement à une régression du niveau de l'enseignement distribué par les lycées français. Et je trouve ça très dommage. Moi, je suis doublement d'accord avec toi, Xavier. Je partage totalement ton analyse. Et pour ce qui est du premier élément sur, comme tu disais, les contrats extérieurs, finalement, ça colle exactement avec l'alerte que j'ai donnée à Olivier Branché sur l'attractivité des enseignants. C'est-à-dire que s'ils ne veulent plus partir, comme on l'a vu cet été, il y a plus de 200 postes, il y a plus de 200 enseignants qui ont dit qui ont dit cet été, finalement, on ne veut plus partir. Ce n'est pas le moment d'aller ramener ceux qui sont à l'extérieur. Donc, si tu veux, ce que tu dis était vrai en juin, mais alors est 3 fois plus vrai depuis la rentrée de septembre. Puisqu'on a en fait, on commence à avoir un problème nouveau. C'est que finalement, on a du mal à convaincre des enseignants à aller enseigner dans nos lycées français à l'étranger parce qu'ils ont peur de ces fermetures soudaines de frontières, qu'on peut comprendre. Donc, ce n'est pas le moment de demander à ceux qui sont sur place, qui sont heureux sur place, qui ont fait 1000 fois leurs preuves, qui donnent toute satisfaction à la communauté éducative, de leur dire de rentrer en France, sachant qu'on va avoir du mal à les remplacer. Donc, ce que tu dis est encore plus vrai peut-être que ce que tu imaginais, tu vois. Je suis complètement de ton avis. Voilà. Alors, effectivement, tu as parfaitement raison sur le fait que, en fait, il existe une négociation à trois. Bercy, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est une négociation à trois pour décider du nombre d'enseignants que le ministère de l'Europe, que le ministère de l'Éducation nationale est prêt à laisser partir à l'étranger. C'est une négociation à trois. Et nous l'avons vu là il y a un an. À l'époque, Darmanin était à Bercy et
Blanquer donc au ministère de l'Éducation nationale et Le Drian au MEAE. Et ils ont fait une conférence de presse commune à 3 pour expliquer qu'ils allaient permettre à des enseignants d'aller, donc qui sont en France, d'aller enseigner à l'étranger. Et donc on voit bien tout le rôle effectivement que joue Jean-Michel Blanquer dans cette perspective, et que finalement si il n'était pas si le ministre de l'Éducation nationale n'était pas de lui-même disposé à ce que ces enseignants puissent partir à l'étranger, eh bien, ça ne serait pas possible. Donc, ça va tout à fait dans ton sens. C'est-à-dire que la clé de la décision, elle est dans les mains de Blanquer pour, en fait, confier des enseignants à un autre ministère, sous l'autorité d'un autre ministère durant les années d'expatriation, qui est le MEAE. Donc tout ça, on voit bien que s'il y avait une autonomie de décision, on n'aurait pas besoin de passer par ces négociations. Si vous voulez, pour faire un comparatif avec un sujet qui m'a beaucoup occupé cette année, vous savez que j'ai pas seulement milité, enfin j'ai fait adopter, ça a été dit en préambule, une proposition de loi qui a été adoptée le 30 juin à l'unanimité au Sénat et qui vise à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, et que l'Assemblée nationale n'a pas mis à l'ordre du jour. Bon, ce n'est pas une surprise, hein, mais disons qu'en fait, on fait progresser l'idée, c'est-à-dire qu'en l'adoptant au Sénat, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, a été amené à dire qu'il était favorable. C'est quand même difficile d'aller expliquer qu'on est contre un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger en cas de catastrophe naturelle, c'est-à-dire un tsunami, un tremblement de terre, un événement politique majeur, c'est-à-dire un putsch, un coup d'État ou une crise sanitaire. Quand j'ai écrit ça dans ma proposition de loi que j'ai déposée le 10 février, j'ai écrit le mot sanitaire parce qu'en fait, j'avais les conseillers des Français de l'étranger de Chine au téléphone et qui m'expliquaient l'horreur qui était en train de se passer, ce que représentaient les confinements, etc. Et donc, j'ai rajouté le mot sanitaire dans cette proposition de loi sur le fonds d'urgence à une époque où, donc je l'ai déposé le 10 février et j'ai retrouvé dernièrement, j'ai regardé comment ça s'était passé, le nom de Covid-19 est donné le 11 février. Donc, en fait, c'était assez prémonitoire, on n'avait même pas le nom de la maladie encore. On n'avait pas encore déterminé le nom de la maladie. Mais bon, en fait c'est parce que j'ai rajouté la dimension sanitaire à ma proposition de loi qu'ensuite j'ai pu le faire adopter au Sénat, parce qu'après tout le monde a suivi, tous les sénateurs ont suivi en disant bah oui, ça semble évident. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ensuite on a remis le couvercle une deuxième fois à l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'est tenue en octobre. L'Assemblée des Français de l'étranger a adopté une résolution à l'unanimité de soutien à ma proposition de loi, créant un fonds d'urgence. Et troisième volet, j'ai déposé un amendement au projet de loi de finances qui crée le fonds d'urgence en loi de finances. Et donc cet amendement, en fait, vise à créer un 4e programme. Et c'est là maintenant que vous voyez, donc, en fait, l'idée de mon amendement, et vous voyez, ça recoupe avec le début de notre visio. Donc, dans la mission Action extérieure de l'État, il y a 3 programmes, et moi, j'en crée un 4e. Et donc, je prends 10 millions d'euros sur le programme 105, c'est-à-dire sur les engagements de la France dans certains organismes internationaux, la contribution financière de la France dans certains organismes internationaux, j'en prends 10 millions, et je les affecte à un 4e programme qui s'appelle le programme Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, que je dote de 10 millions d'euros. Donc, cet amendement, je l'ai défendu dans l'hémicycle du Sénat, et Jean-Yves Le Drian, et ça, c'est la première fois qui s'est prononcé sur cette proposition de loi. Et Jean-Yves Le Drian dit « J'ai rien contre votre fonds d'urgence ». Il le dit dans l'hémicycle. Filmé, compte rendu, voilà. Et il dit « Mais faisons-le l'an prochain ». Et donc, il me demande de retirer mon amendement. Je me suis dit que de toute façon, il valait quand même mieux le faire adopter. On ne sait jamais. Il me dit, on vous le fait l'an prochain. Enfin, bon, je me suis dit, allez, on va quand même, c'est quand même mieux d'avoir un amendement adopté que pas adopté. Bon.
Et là, on a une vraie bataille parce que les deux rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Vincent Delahaye et Rémi Féraud, bon, ils ont exprimé la position de la Commission des finances qui était contre. Donc, avis défavorable de la Commission des finances. Avis du gouvernement contre. Jean-Yves Le Drian s'y oppose. Bon. Donc, j'ai deux avis défavorables et normalement, on suit soit les sénateurs qui sont proches de la majorité vont suivre le gouvernement, soit les autres vont suivre l'avis de la Commission des finances. Donc, on a un mur en face. Et donc, là, on monte à l'assaut. Alors, on monte à l'assaut, je commence à défendre l'amendement. Roger Carucci, qui présidait la séance, et je crois qu'il devait être 22h30, n'était pas très ravi de voir que ça allait être un amendement qu'on n'allait pas passer rapidement, mais qu'il allait y avoir beaucoup d'interventions. Donc, je défends mon amendement et j'explique j'explique qu'en fait, c'est la mise en œuvre de la proposition de loi dans un amendement en loi de finances. Et ensuite, on a Jérôme Bacher, qui est de la Commission des finances, et qui était le rapporteur sur ma proposition de loi, qui défend le texte, et du coup, qui apporte une légitimité de la Commission des finances, puisque la Commission des finances avait annoncé un avis défavorable, mais là, c'est un membre lui-même de la Commission des finances. Et ensuite, Jacky de Romédy prend la parole pour le défendre. Et là, Jean-Yves Le Drian commence à s'énerver, parce qu'il sent que ça bataille, quoi. Donc, il commence à s'énerver, il commence à menacer. Enfin, bon, bref. Ils ne disent pas comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas créer comme ça un fonds d'urgence au détour d'un amendement, comme si c'était du bricolage législatif. Et à ce moment-là, Philippe Bas, à la surprise générale, et moi le premier, Philippe Bas, que vous avez peut-être connu, qui était le président de la commission des lois du Sénat et qui a été assez médiatique. Alors, c'est un ancien ministre sous Chirac, et notamment, et puis il a été dernièrement le président de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. C'est à ce moment-là que beaucoup de membres du grand public ont découvert Philippe Bas. Philippe Bas, donc ancien président de la commission des lois et actuellement premier questeur, prend la parole pour contredire Jean-Yves Le Drian et dire, monsieur le ministre, on ne prend pas une décision comme ça, on ne crée pas comme ça un fonds d'urgence au détour, comme vous dites, d'un amendement au projet de loi de finances. Cet amendement est basé et construit sur une proposition de loi qui a été adoptée le 30 juin dernier, et donc le gouvernement a eu tout le temps et tout le loisir d'en prendre connaissance. Et donc ne répond à aucune espèce d'amateurisme. Le texte a été adopté le 30 juin, et en fait, ce n'est que la prolongation de ce texte. Et franchement, l'intervention de Philippe Bas a permis de faire basculer la majorité, parce que le vote était très serré. Hein. On le voit dans la vidéo, Carucci demande qui est contre, on compte qui est pour, et on le voit compter les voix. Vous savez qu'on vote à main levée dans ce type d'amendement. Et on est là, fébrile, en train de se dire, c'est juste. Bon, et donc, l'amendement était adopté. Et donc, moi, je considère que c'est une troisième pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on rajoute une pierre nouvelle à l'édifice sur le fonds d'urgence. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était exactement la question, mais enfin, je trouvais que c'était toujours aussi intéressant de vous raconter un petit peu comment naissent les lois et comment on bataille dans l'hémicycle. Merci Ronan. Je vais en profiter pour poser une question. Je t'avais déjà parlé de ce sujet. Durant cette année, il a été créé un certain nombre de mesures en faveur de l'aide des Français à l'étranger en situation difficile, et également au niveau des lycées. Alors, en fait, ce sont deux questions. C'est par rapport aux différents plans d'urgence qui ont été mis en place pour les Français à l'étranger, entre les annonces je crois que c'était 200 millions, quelque chose dans le genre, entre les annonces qui ont été faites et le réalisé, où en est-on? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, un certain nombre de prêts ont été faits aux lycées français à l'étranger. Certains ont décidé de ne pas y recourir pour éviter d'avoir à les rembourser après.
Que je sache, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne avait annoncé son intention de transformer ces prêts en subventions, par conséquent qui ne soient pas remboursables. Où en est-on par rapport à ça? Parce que dans de nombreux lycées, le remboursement des prêts va se faire nécessairement avec l'augmentation des frais de scolarité. Oui, alors, donc, si vous voulez, pendant la pandémie, je pense que, enfin, pendant les premiers confinements, je pense que vous nous avez vu, là, et là, vraiment, je mets tous mes collègues dans le même lot, les 12 sénateurs des Français de l'étranger, vous nous avez vu hurler comme des putois en disant on ne peut pas laisser mourir les Français de l'étranger avec cette pandémie. On a franchement, je pense qu'on peut utiliser le mot, on a harcelé le gouvernement. Ils n'en pouvaient plus, quoi. Il ne se passait pas une demi-journée sans qu'ils soient interpellés par l'un de nous 12. On les a harcelés. Bon. Et donc, on est arrivé jusqu'au mois de juillet au vote d'une troisième loi de finances rectificative, donc LFR 3, au mois de juillet, qui acte plusieurs aides vers les Français de l'étranger. Alors, il y en a 4. D'abord, il y en a une de 20 millions d'euros vers le SOS, le secours occasionnel, qui a bénéficié à ce stade… 50 millions, pardon, c'est 50. Voilà. Donc, 50 millions SOS, secours occasionnel, qui n'a pas été beaucoup utilisé. À ma connaissance, l'utilisation, c'est à peu près 5,5 millions d'euros. Donc, une utilisation faible de ces crédits, pour plusieurs raisons. Moi, je pense que c'est arrivé tard, c'est-à-dire qu'entre le vote fin juillet du secours occasionnel, puis sa mise en œuvre concrète, c'est-à-dire le temps que tout ça rentre dans la machine de l'État, que ça remonte jusqu'au consulat et qu'ensuite ça arrive vraiment bien à l'information des conseillers des Français de l'étranger, et puis qu'ensuite ça arrive vraiment in fine dans la population, tout ça a pris beaucoup de temps. Ensuite, les dossiers à remplir étaient kafkaïens pour des sommes parfois faibles, enfin faibles, ça dépend dans quel pays on vit, évidemment, ce n'est pas dans l'absolu, tout dépend du niveau de vie du pays. Mais en tout cas, il y a eu un véritable retard à l'allumage. Et donc ensuite, il y a eu une vague qui a permis de flexibiliser tout ça, de réajustement, où on a permis d'obtenir ce secours occasionnel 4 fois, enfin tous les mois, et d'avoir des dossiers beaucoup moins complexes à remplir. Bon. Donc en tout cas, on arrive finalement à cette situation finale où c'est un peu plus de 10% de l'enveloppe qui a été consommée. Donc moi, les informations que j'ai, c'est que ce qui a été négocié entre Bercy et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que sur les 50 millions, le MEAE en garde 25. Ils en rendent 25 à Bercy, ils en gardent 25, dont 5 déjà consommés. Ça veut dire que sur l'année 2021, il y a encore 20 millions d'enveloppes sur le secours occasionnel. Voilà, ça c'est la première chose. Alors ensuite, sur l'enseignement français à l'étranger, il y a 3 enveloppes de 50 millions d'euros. Alors, première enveloppe, c'est les bourses scolaires. Donc vous savez que les bourses scolaires, on l'a dit en préambule, sont dans le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, et donc il y a eu 50 millions de plus. Et donc on l'a vu dans les deuxièmes commissions des bourses scolaires, il y a eu davantage. Je crois qu'il y a eu de mémoire, combien c'est? Autour de 35 millions, je crois, de consommés de mémoire. Mais là, par contre, il faut vérifier les chiffres. Et en plus, vous savez, d'un mois sur l'autre,
Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein, c'est ça, plus ou moins 10%, je pense. Enfin bon, à vérifier pour avoir des chiffres récents. Parce que moi, les auditions que j'ai menées sur mon rapport budgétaire, elles datent maintenant de mi-octobre. Donc, vous voyez, entre mi-octobre et fin décembre, il s'est passé des choses quand même, hein, en un mois, en plus d'un mois. Bon. Alors, ça, donc, dans tous les cas, ce qu'on a voté en loi de finances rectificative fin juillet, c'est 50 millions d'aide à la scolarité supplémentaire, c'est-à-dire de bourses scolaires au sens du programme 151. Donc, vous savez, ça ne concerne que ceux de nationalité française. Hein. Deuxième enveloppe, les 50 millions d'avance France Trésor. Donc, 50 millions d'avance France Trésor, effectivement, en fait, c'est remboursable. Et donc, tu as raison, Bertrand, un établissement doit y réfléchir à 2 fois. Et de mémoire, c'est remboursable en 1 an. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même vraiment s'interroger si c'est nécessaire. Mais ça peut éventuellement servir. Après, c'est du cas par cas. Hein. Vous savez, moi, dans mes déplacements, je découvre toujours des établissements dans des situations différentes. Hein. Certains pour qui la priorité, par exemple, c'est de rééchelonner la dette. Enfin bon, il y a toujours beaucoup de cas. Donc, ça peut servir dans certains cas. Là encore, ce que j'ai comme information, c'est que plus de la moitié de l'enveloppe a été consommée. Et puis, la troisième aide, c'est là encore 50 millions d'euros, mais là directement à l'AEFE, dans le but notamment d'aider les parents non français, enfin pas les parents, mais les enfants non français. Puisque l'enveloppe de 50 millions d'aide à la scolarité, comme je vous disais, c'est 50 millions supplémentaires au programme 151. Ça ne peut donc venir en aide qu'aux enfants de nationalité française. Mais pour ne pas perdre également des enfants de nationalité soit locale, soit de nationalité tiers, le moyen qui a été donné, ce n'est pas de créer des bourses pour eux. Hein, donc on ne crée pas des bourses pour les familles d'enfants étrangers, mais on donne 50 millions d'euros à l'AEFE qui ensuite, elle, peut venir en aide. Voilà, c'est ce mécanisme budgétaire-là qui a été décidé. Et là encore, l'enveloppe est consommée de façon importante. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Merci Ronan. On a une question d'Edmond Suchet du Paraguay. Edmond, je ne sais pas si tu veux poser la question. Il faut que tu libères ton micro, sinon je la... Voilà. Oui, ça marche. Vous m'entendez? Vas-y. Très bien. Ça marche? Oui. Alors, justement, je vais parler de l'Alliance française, auquel moi, je suis très attaché aussi parce que je connais les alliances françaises depuis très longtemps. Il se trouve que là, au Paraguay, je ne sais pas comment c'est dans les autres alliances françaises, mais je vois qu'il y a un certain nombre de personnels qui ne parlent même pas français. C'est assez handicapant. Et quand ils font des expositions ou d'autres, ben, finalement, on se retrouve un peu seul. On se demande quel est le lien entre les locaux et la France. Il n'y a pas de création de lien. Donc, je ne sais pas. Il se trouve aussi qu'on a la chance aussi d'avoir une belle salle de cinéma à l'Alliance française et qu'il y a des films qui sont présentés, enfin qui étaient présentés avant le Covid, mais là, ça reprend. Souvent, c'est des films qui n'ont rien à voir avec la culture française. Culture européenne, certes, mais pas française. Italien, La Notée, par exemple. Enfin, j'en cite comme ça. Bon, c'est pas très dynamique et c'est pas très intéressant en tout cas pour ceux qui parlent le français. On n'encourage pas à parler français. Et j'ajoute en plus que souvent TV5, Amérique du Sud, c'est pas terrible non plus. Hein. La plupart des films sont aussi des vieux films et c'est des fois des sous-titrés qui n'ont pas grand-chose avec le développement de la culture française. Donc, on dépense beaucoup d'argent, mais les choses les plus simples, on ne sait pas les faire. Donc, je compte particulièrement sur les alliances françaises, on compte aussi sur les employés des ambassades qui sont sous contrat locaux, qui parlent à peine français. C'est la même chose dans les écoles françaises.
c'est assez surprenant. Donc, je me dis, on dépense beaucoup d'argent pour développer notre culture, mais on ne la met pas assez en valeur. J'ai dit. Merci Edmond. Bon, c'est plus une information qu'une question finalement, hein, Edmond. Non, mais effectivement, alors les crédits de l'État pour les alliances françaises ne sont pas très importants, hein. Effectivement, ce sont principalement des établissements privés et voilà, c'est un peu plus de 7 millions d'euros en ce qui concerne la diplomatie culturelle et d'influence, donc tout le programme 185, sur plus de 700 millions d'euros. Donc on voit que ce n'est pas beaucoup, hein. Donc effectivement, la France aide quand même peu les alliances françaises. Il faut en avoir conscience dans son crédit. Elle aide beaucoup plus les instituts français. En tout cas, budgétairement, c'est ce qu'on lit à la lecture des budgets, hein. Il est considéré que les alliances françaises sont principalement privées. Sur l'audiovisuel, bon, moi je suis depuis très longtemps, hein, depuis plus de 10 ans, c'est un de mes chevaux de bataille. Je considère qu'il faut qu'on ait accès à la télévision française depuis l'étranger. Et j'ai notamment un argument qui est l'argument électoral. C'est-à-dire que on demande aux Français de l'étranger d'aller voter dans des consulats qui sont parfois extrêmement éloignés de leur lieu de résidence. J'ai quand même rencontré dans mes déplacements des Français qui prenaient l'avion pour voter, puisque vous savez qu'à la présidentielle, il n'y a pas de vote électronique. Donc de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité que de se rendre à l'urne. Et des Français qui prennent l'avion, alors c'est rare, hein, je ne vous dis pas que j'en ai rencontré beaucoup, hein, mais enfin en tout cas ça existe. Et ça existe sur différents continents. Ça existe en Australie, ça existe au Canada, ça existe dans les grands pays, ça existe sûrement au Brésil d'ailleurs. Au Brésil, au nord-est du Brésil, les gens prennent l'avion pour aller voter. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, ça veut dire quand même que, et ça c'est souvent quelque chose que j'explique dans l'hémicycle à mes collègues qui n'ont pas toujours conscience de cela. Enfin, en fait, jamais. Je veux dire, quand on dit à un sénateur d'un département de France que des Français de l'étranger prennent l'avion pour voter, ils ne le croient à peine. Ils n'en reviennent pas, si vous voulez. Il n'y a que nous qui le savons, hein. Donc moi, je le répète souvent, il faut vraiment en avoir conscience. Donc c'est quand même, en termes de civisme, c'est quand même incroyable. Il faut quand même en avoir conscience. C'est un geste civique incroyable. Bon. Et donc, moi, mon argument sur l'accès à la télévision française depuis l'étranger, c'est de dire que pour voter dans une démocratie, la démocratie fonctionne sereinement et est apaisée si on vote de façon informée. Il n'y a qu'en étant informé qu'on peut voter. Et dès lors qu'on ne peut pas accéder à des moments clés de la démocratie qui se font par la télévision, qu'il s'agisse de débats, ou d'émissions plus spécialisées sur des thèmes qui vont justement interroger les différents candidats, et qu'on n'a pas accès à ces informations, je considère qu'on demande à des Français de l'étranger un effort civique inouï, et qu'en face, on ne leur donne pas, on ne fait pas l'effort de leur donner l'accès à l'information qui est nécessaire justement au choix démocratique. Alors, quand je défends ces idées-là, souvent, on me rétorque, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter, qu'il suffit d'utiliser un VPN. Alors, c'est vrai. Quand on installe un VPN, on peut contourner et faire croire qu'on a notamment une adresse IP en France et que donc on peut accéder à la télévision française en streaming depuis son ordinateur. C'est vrai. Enfin, je rappelle que ce n'est pas légal. Donc, on a le droit d'acheter un VPN, mais enfin, c'est un contournement. Moi, en tant que parlementaire, je veux bien qu'on m'explique sur Twitter qu'il suffit d'installer un VPN, mais enfin, ça ne peut pas être ma position officielle. Je ne peux pas être sur cette position-là. Donc, c'est un combat constant de demander, notamment aux chaînes de France Télévisions, de rendre un accès plus grand à la télévision française depuis l'étranger. Voilà. Ça fait partie de nos combats quotidiens, parmi d'autres.
Merci Ronan. J'en ai une question de Gérard au Mexique. Gérard Signoret. Gérard? Oui, alors je voudrais revenir très rapidement sur 3 points. Je vous promets, ce ne sera pas long, cher monsieur le sénateur, cher Ronan. Alors le premier, c'est sur le fonds d'urgence. J'avais déjà eu l'occasion de le faire, mais je te félicite une fois de plus d'avoir repris cette initiative qui est une très vieille initiative au Sénat, puisque ça fait très longtemps que nos sénateurs, et je parle de décennies même, avaient eu l'idée d'un fonds d'urgence, mais tu as été le seul à pouvoir faire voter et à faire voter ce fonds d'urgence à l'unanimité au Sénat. Je déplore néanmoins que ce n'ait pas été voté à l'Assemblée nationale, ça n'a même pas été inscrit à l'ordre du jour. Je en suis désolé, mais je compte bien et nous comptons bien sur toi pour continuer sur ce cheval de bataille et essayer d'arriver à terme, si c'est dans un an, mais enfin on a déjà suffisamment attendu. J'espère que cela un jour verra et très bientôt la lumière. Le deuxième, plus spécifique, c'est sur le secours occasionnel. Le secours occasionnel, donc, c'est une enveloppe de 50 millions d'euros qui a été débloquée pour venir en aide à nos compatriotes les plus démunis ou, disons, dans le besoin dans cette époque de pandémie. Le secours occasionnel de 50 millions d'euros au 30 août avait été consommé à hauteur de 350 000 euros, c'est-à-dire même pas le 1%. J'avais eu l'occasion d'interpeller le ministre Jean-Baptiste Lemoyne lors de l'Assemblée des Français de l'étranger en octobre. Et bon, il est clair que de par une grande pression de la part de beaucoup de conseillers consulaires de l'Assemblée française de l'étranger et bien entendu des sénateurs, on est arrivé à avoir 4 aides, donc une mensuelle jusqu'au mois de décembre. Je suis désolé de voir qu'il va falloir rendre une partie de cette enveloppe à Bercy, puisque les secours sont jusqu'à tout de suite, tout au moins dans la partie du monde que je connais bien, c'est-à-dire le Mexique, mais je sais très bien qu'en Amérique latine aussi, sont parfaitement insuffisants pour nos compatriotes. Question ponctuelle, est-ce que ces secours occasionnels vont continuer en 2021? Et le troisième point que je voudrais soulever, que j'avais aussi soulevé lors de l'Assemblée, c'était l'aide aux entreprises. Est-ce qu'il va y avoir, finalement, parce qu'on en parle, on dit que oui, qu'éventuellement ce sera fait, mais est-ce qu'il y aura des fonds débloqués pour les entrepreneurs, notamment ceux de droit local, pour leur venir en aide, puisque beaucoup d'entre eux travaillent avec des produits français qui sont bien entendu achetés en France, donc c'est une aide directe en France aussi. Voilà. Merci beaucoup Gérard pour tes questions très précises et tout à fait pertinentes. Alors, effectivement, ça appelle plusieurs remarques. On constate que sur le secours occasionnel, comme tu l'as très bien dit, sur le 30 août, il y avait 350 000 euros de consommés. Et en fait, donc là, à la fin de l'année, on est à un peu plus de 5 millions. Et donc, on est loin du compte. C'est-à-dire que le Parlement vote 50 et on n'en consomme que 5 à peu près à la fin de l'année. Moi, ce que j'ai dit à Jean-Yves Le Drian, justement pour taper une nouvelle fois sur le clou de ce fonds d'urgence qui effectivement est défendu depuis des décennies, mais qui, et là je pense, enfin disons, il y a eu le fait que j'ai rajouté, et je suis le premier dans cette décennie de combat pour créer un fonds d'urgence, je suis le premier à rajouter la dimension sanitaire en le déposant le 10 février. Ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ma pierre personnelle à cet édifice ancien. Et puis après, c'est aussi un concours de circonstances et voilà, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est de la chance parce que la chance est inappropriée dans des moments pareils, mais
c'est le concours de circonstances. C'est le fait que j'ai rajouté la dimension sanitaire et qu'ensuite on arrive à le mettre à l'agenda parce que tout le monde est sensibilisé à ces questions. Donc, donc effectivement, le 30 juin, le texte est adopté. Et moi, l'argument que j'ai donné à Le Drian, c'est de dire, si mon fonds d'urgence avait existé dans les termes de mon amendement au projet de loi de finances, ben en fait, dès le déclenchement de la pandémie vers le mois de mars, en fait, le secours occasionnel, vous l'aviez. Enfin, vous l'auriez eu. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre le secours occasionnel et mon fonds d'urgence. C'est juste que moi, je pérennise ce qui a été fait exceptionnellement cette année, en disant, vous avez cette enveloppe à disposition en cas de catastrophe, et au moment où la catastrophe arrive, vous pouvez directement la déclencher. Alors que qu'est-ce qui s'est passé cette année? La catastrophe arrive, il faut que Le Drian aille négocier avec Darmanin à Bercy, ça prend plusieurs semaines. Une fois qu'il a réussi à décrocher un accord de Bercy, il faut ensuite un vote devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, dans une troisième loi de finances rectificative. Et résultat, elle n'arrive au Sénat que fin juillet. Et donc, il n'y a que fin juillet que le Sénat vote ce secours occasionnel. Et ils n'ont pas pu le faire avant. Ce que je dis, c'est que si on crée le fonds d'urgence comme je l'ai défendu, en fait, cette ligne budgétaire existe dans un, moi c'est comme ça que je l'ai déposé, dans un 4e programme à l'action extérieure de l'État. Et j'ai dit au ministre, vous l'avez à disposition, à vous de l'utiliser ou pas. Ce n'est pas une somme qui a vocation à être utilisée chaque année. C'est uniquement dans les cas de grande nécessité. Et d'ailleurs, c'est l'argument qu'a repris Philippe Bas quand il a défendu l'amendement. Il a utilisé cet argument. Il a dit, mais vous, le ministre des Affaires étrangères, vous devriez être à fond derrière ce fonds d'urgence, parce que finalement, ça vous donne les moyens d'agir. Donc, c'était assez intéressant comme argument. Et donc voilà. Donc, tu vois, ça combine tes deux premières questions sur le fonds d'urgence et le secours occasionnel. Pourquoi est-ce que le fonds d'urgence, en fait, répond mieux que le secours occasionnel à la problématique? Et pour revenir donc très précisément sur tes questions et sur 2021, donc effectivement, le secours occasionnel, c'est 50 millions d'euros votés en loi de finances rectificative 3 fin juillet. C'est 350 000 euros dépensés au 30 août, comme tu l'as dit. C'est 5 millions dépensés, un peu plus de 5 millions dépensés à la fin de l'année. Et donc, comme tu l'as dit, on va en rendre une partie à Bercy. Ben, en fait, cette partie, d'après les informations que moi j'ai du mois de novembre, c'est qu'on rend la moitié. Donc, sur les 50, on rend 25. Ceux-là, on ne les reverra plus. Hein. Parce que ceux-là, pour les revoir, il faut une nouvelle loi de finances rectificative l'année prochaine sur la loi de finances 2021. Donc, il y a beaucoup de mécaniques parlementaires pour y arriver. Hein. Ce n'est pas des décisions rapides, ça. C'est un long processus de vote au Parlement. Bon. Donc, les 25 millions qu'on rend, c'est perdu. C'est perdu pour les Français de l'étranger. Donc, il en reste 25, dont une partie déjà consommée, hein, c'est-à-dire à peu près 5. Peut-être 6 maintenant, hein, puisque les chiffres que je vous donne, c'est ceux de novembre. Donc, peut-être qu'on est à 6 aujourd'hui. Et donc, ce qui reste, c'est, disons, 19 millions d'euros, qui, eux, effectivement, et je pense que ça répond à ta question, sont prévus pour 2021. Voilà. Donc voilà, moi, ça, c'est les informations que j'ai eues lors de mes auditions. Voilà, j'ai posé ces questions, j'ai posé les questions que tu viens de me poser, je les ai posées, et c'est ça les réponses que j'ai eues dans mes auditions. Voilà. Donc maintenant, à suivre de près, hein, voilà, il faut toujours vérifier la mise en application de ce qui a été dit. Enfin bon, ils l'ont dit dans le cadre d'une audition au Sénat, hein, c'est pas au détour d'une porte, quoi, hein, c'est pas dans un couloir. Voilà. Sur l'aide aux entreprises, bon, donc Jacky de Romédy a été très allante sur ce dossier, puisque vous savez qu'elle est membre de la délégation aux entreprises, avec le président Serge Babary, et donc a été décidée une mission flash dont Jacky vient à l'instant de rendre son rapport. Donc il est tombé, je crois, il y a quelques heures.
Donc, il faut regarder ça. Moi, je n'ai pas encore eu le temps, pour être tout à fait honnête avec vous, de le lire. Il vient vraiment de tomber. Donc, il faut regarder. Moi, j'ai suivi quelques auditions des travaux de la délégation aux entreprises sur ce sujet avec Serge Babary et Jackie Dromédy. Ce que j'ai quand même beaucoup entendu de la part des acteurs de l'État, c'est ne créez pas de faux espoirs. C'est une des phrases que j'ai beaucoup entendues. Et de nous répondre parfois un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire, si vous êtes une filiale d'une entreprise française dont le siège social est en France, alors les aides passent par le siège social. Oui, mais ce n'est pas du tout de ça dont on vous parle. Nous, on vous parle de Français qui vivent à l'étranger, qui ont créé une entreprise à l'étranger, une TPE, une PME, et qui, de fait, dès lors qu'on crée une entreprise à l'étranger, elle ne peut pas être française. Ça n'existe pas. Une entreprise créée à l'étranger, elle est à l'étranger, elle n'est pas française. Si elle est créée par un Français, et ça c'est notre argument, on dit si elle est créée par un Français, que par exemple le capital appartient à plus de 50% à un Français, notre argument c'est de dire il faut lui venir en aide parce que c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt évidemment de la présence française à l'étranger et ça va au-delà, c'est l'intérêt de la France parce que le rayonnement de la France à l'étranger, ce n'est pas simplement les institutions, ce n'est pas simplement l'Institut français. Le rayonnement de la France à l'étranger, c'est chaque Français qui œuvre pour promouvoir la France. D'ailleurs, souvent, les Français, par exemple, peuvent être amenés à exporter des produits français. Quand on est un cuisinier français, finalement, on œuvre parfois encore plus, en tout cas, moi, c'est une conviction absolue, qu'un restaurateur français qui va faire de la cuisine française à l'étranger, pour moi, il fait le travail d'Atout France. Vous savez, je vous ai parlé d'Atout France, qui est cet organisme de l'État qui promeut la France comme destination touristique. Et donc, il y a des lignes budgétaires, des crédits pour promouvoir la France comme destination touristique à l'étranger. Je pense qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui va faire une cuisine voilà, soit française, soit d'inspiration française. Pour moi, c'est le meilleur promoteur du tourisme en France. Il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, les gens, souvent, ils vont en France aussi, enfin, pas que pour ça, mais enfin en grande partie pour ça. Bon, je pense que vous en êtes convaincus. Moi, j'en suis intimement convaincu. Et donc, en tout cas, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre ici à Paris. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Donc, écoutez, Jackie vient vraiment, son rapport vient tout juste de tomber. On va regarder ça. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je vous dis, ça date d'il y a quelques heures. Voilà. Donc, mais je pense qu'elle a dû le communiquer. Elle a dû communiquer sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle a rendu ses conclusions. Moi, je pense que sur ce sujet, il faut être excessivement prudent. Parce que quand on décide de s'expatrier, on ne paye pas d'impôts en France et on prend ses risques. Si je suis le raisonnement du cuisinier, à ce moment-là, les Français expatriés en Chine devraient aider les cuisiniers en France qui sont fermés. C'est un peu le raisonnement par l'absurde, mais je pense que c'est très bien d'aider nos compatriotes, mais il faut bien penser comment on les aide. Ce n'est pas n'importe comment. Parce qu'après, on risque aussi d'avoir des implications fiscales, où si la France aide vraiment beaucoup tous ses compatriotes, on va devenir à une imposition mondiale en disant, comme la France vous aide, que vous soyez en France ou à l'étranger, nous allons donc fiscaliser les Français de l'étranger. Donc c'est un petit peu le risque, et on est souvent au bord que cette décision voit le jour. Donc c'est juste, c'est pas pour être contre les aides, mais il faut être très prudent sur la façon de les donner. Merci. Je pense, Xavier, qu'il sera intéressant dans les prochains jours ou semaines faire un live sur ce sujet-là avec Jackie Dromédy.
parce que je pense que ça va intéresser nombre de nos compatriotes. J'ai une question qui nous vient de nouveau du Paraguay, mais qui est juste. De nombreux Français sont préoccupés aujourd'hui sur le fait de ne pas pouvoir payer leurs cotisations CFE et à la CNAV. Qu'en est-il? Oui, sur la CFE, on a rédigé un courrier justement pour ceux qui… parce qu'il y a les questions de bonus-malus depuis le nombre d'années de cotisation, pour ceux qui ne pourraient pas payer pour qu'ils ne perdent pas tout leur bonus. Donc effectivement, nous, on a interpellé la CFE là-dessus, mais vous savez que la CFE est tenue par des contraintes qui ne lui sont pas propres. Elle rentre dans un cadre juridique qui est extrêmement contraint. Donc, en fait, son champ d'action est relativement limité. Ce n'est pas un établissement autonome. Mais oui, ça fait partie des sujets, nous, qu'on a mis sur la table, effectivement. Moi, il y a quand même, j'aimerais rejoindre quand même un élément par rapport à ce qu'a dit Patrice. Moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Patrice, mais il y a un point quand même sur lequel j'aimerais revenir. C'est sur le côté on ne paye pas d'impôts. Alors, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que les Français de l'étranger payent des impôts en France. Et ils en payent sous différentes formes. Vous savez qu'il existe une direction à Bercy qui s'appelle la DINR, la Direction des impôts des non-résidents, qui est dans l'est qui n'est pas à Paris, qui est à Noisy-le-Grand, à l'est de Paris. Je me suis rendu à la DINR et en fait, cette direction des impôts des non-résidents, elle impose tous les non-résidents, pas simplement les Français qui vivent à l'étranger, mais également des étrangers qui ont des sources de revenus françaises et pour lesquelles ils sont imposés. Et donc, il y a un paquet global qui sont les non-résidents. Il y a principalement deux sources de financement. Il y en a une, ce sont les citoyens qui ont vécu quelques années en France, qui touchent donc une partie de leur retraite en France et qui sont imposés sur cette retraite. Et ça peut aussi bien être des Français, donc des Français qui vivent à l'étranger aujourd'hui et qui touchent une retraite ou une partie de retraite en France, ou des étrangers qui en fait ont vécu quelques années en France, ils y ont travaillé et ils sont retournés chez eux et donc ils font aussi partie de ces non-résidents. Donc la retraite. L'autre source principale au sens de la DINR, ce sont les investissements locatifs. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir un bien immobilier, de le louer, d'avoir des revenus. Et donc, ça concerne aussi bien les Français qui vivent à l'étranger que des étrangers qui auraient investi dans l'immobilier locatif en France. Donc, il est faux de dire que les Français de l'étranger ne payent pas des impôts. Ouais, alors, je me suis mal exprimé, Ronan. Les Français de l'étranger qui n'ont aucun revenu français ou aucun patrimoine français. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Américains qui, eux, même s'ils n'ont aucun bien aux États-Unis et ne reçoivent aucun impôt des États-Unis, doivent contribuer aux États-Unis sur leur déclaration d'impôt dans le pays où ils vivent. Donc, effectivement, j'avais mal exprimé ma remarque, mais en la complétant, c'est si tu n'as pas de propriété en France, tu n'as pas de revenu en France, tu ne payes pas d'impôt, au jour d'aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les États-Unis ont l'impôt sur la nationalité, que nous n'avons pas. Mais j'insiste tant sur la direction des impôts des non-résidents parce que j'ai envie de dire que nous qui défendons les Français de l'étranger, c'est à nous de faire preuve de la plus grande prudence quand on dit les Français de l'étranger ne paieraient pas d'impôts. Non, d'accord. Non, mais parce que, regarde, là, on est entre nous, ça ne prend aucun risque. Mais imagine que je dise ça dans l'hémicycle. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que moi, j'ai des collègues qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que le Quai d'Orsay a les budgets qu'il a. En gros, nous, notre vocation à tous, c'est la défense des Français de l'étranger. Mais il faut voir qu'il y a des forces contraires.
tout le monde ne partage pas notre enthousiasme pour la défense des Français de l'étranger. Évidemment, moi, j'ai beaucoup de collègues qui veulent mettre les priorités ailleurs. Donc, si vous voulez, nous, on est vraiment les sentinelles qui empêchent qu'on réduise les budgets à zéro, quoi. C'est pour ça que le combat est permanent. Si vous voulez, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que dans le débat qu'on voit, nous, au Parlement, il y a tellement de gens qui veulent tailler dans les budgets des Français de l'étranger que c'est vraiment pas à nous. Enfin, nous, on doit faire contrepoids. Vous voyez, parce que si on ne faisait pas contrepoids, il n'y aurait plus rien. Il prendrait tout. Voilà, on a vu avec le taux d'imposition forfaitaire qui est monté à 30% à un moment. Voilà, exactement. C'est la démonstration la plus flagrante. Absolument, absolument. Alors moi, simplement, je me permets de rajouter sur ce point. Patrice, il faut quand même voir que nous sommes les Français de l'étranger aujourd'hui. Nous sommes les fers de lance de la France dans le monde de demain. Il faut quand même voir que les Français de l'étranger, nous sommes le rayonnement de la France dans le monde. Aujourd'hui, le monde est globalisé. C'est bien gentil, mais on ne peut pas simplement en être spectateur, il faut en être acteur. Moi, je suis un fervent défenseur des budgets des Français de l'étranger, du ministère des Affaires étrangères quand il ouvre justement les yeux vers les Français de l'étranger. Et je suis convaincu que nous avons plus qu'une raison d'être. Nous avons pour la France, nous sommes, c'est le cas de le dire, un atout pour la France dans le monde. Donc, oui, on ne paye pas d'impôts, il y en a qui ne payent pas d'impôts, etc. Non, comme j'en parlais à des sénateurs dans le passé, au sénateur Christian Cointa, il dit on paye, les Français de l'étranger, ils ne payent pas d'impôts, mais ils n'ont pas non plus la qualité de vie qu'il y a en France. Pourquoi? Parce qu'ils se défoncent, ils se débrouillent à faire vivre la France à l'étranger. Et très souvent, et j'en resterai là sur cette intervention, mais il est vrai qu'il n'y a pas plus patriote qu'un Français qui vit en dehors de l'Hexagone très souvent. Tout à fait, Gérard. Excellente réflexion. On va peut-être prendre une dernière question s'il y en a. Sinon, je vois que Liliane, au Venezuela, en a une. Et ensuite, Xavier, tu fais une conclusion? Liliane? Oui, alors d'abord, bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous présente mes deux acolytes comme la dernière fois, Ouascal Fossé, Vincent Piton, qui sont avec moi. Rapidement, les points à parler dont vous avez parlé. Donc, sur les alliances françaises, je n'ai pas grand-chose à dire parce que ici au Venezuela, elles sont vraiment au minimum, sans plus. Sur SOS, grâce à service social du consulat ici à Caracas, on a réussi à aider beaucoup de Français et faire des rapatriements au minimum 14 familles qui étaient dans des situations surtout sanitaires, de santé très, très difficiles. En ce qui concerne les bourses scolaires, je remplace très souvent le président de l'UFE Venezuela, qui en ce moment est à Curaçao et ne peut pas venir au Venezuela. Donc, je le remplace dans plusieurs de ces comités, soit du CCPAS, soit des bourses scolaires, soit de la staff. Et en sujet des bourses scolaires qu'on a eues récemment, donc toutes les bourses ont été acceptées. On est au courant donc des budgets qui en réalité baissent d'année en année, d'une part. D'autre part, pour que vous sachiez, je ne sais pas ce qu'il y a dans vos autres pays, mais ici à Caracas, il y a de moins en moins de Français qui étudient au lycée français. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de sociétés françaises qui viennent au Venezuela. L'évidence est donc, point de vue sécurité, etc., nous réduisons les Français vivant au Venezuela. Donc, l'aide que l'on pourrait avoir pour les
les Vénézuéliens ou autres nationalités qui sont dans la section française du lycée français seraient bien le bienvenu pour maintenir notre culture et notre expansion de notre éducation française. Au sujet du lycée et du personnel et des professeurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon ami Huascar, qui est en ce moment fonctionnaire du ministère de l'Éducation, qui est en disponibilité pour des raisons personnelles, a essayé de trouver du travail au lycée français de Caracas et on lui propose un travail comme local. Quand vous avez une différence d'un salaire au moyen d'un professeur à l'étranger de 2 000 € et quand le salaire moyen au Venezuela n'arrive même pas à 10 $ par mois, vous comprenez que mon ami a trouvé d'autres moyens de subsister. Être professeur avec un salaire aussi misérable, ce n'est pas convenable. D'autre part, Huascar me disait qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu à Bogota une réunion des attachés linguistiques qui avait comme projet, dans les universités, évidemment de prestige de chaque pays, sur Bogota, Caracas, etc., dans le secteur pédagogique, plus ou moins donner les moyens à différents professeurs pour enseigner dans notre lycée, dans nos lycées, dans nos secteurs français. Mais nous n'avons rien à voir avec l'éducation de chaque pays. Notre éducation est très particulière. Et je pense que le tricolore, le bleu, blanc, rouge n'est pas suffisamment répandu, si vous voulez bien me comprendre. Et puis, donc, en réduisant la qualité des professeurs, nous sommes en train de minimiser, de réduire, d'appauvrir notre culture à l'étranger. Et comme nous avons le flambeau de que notre culture, c'est une des plus grandes, des plus riches, etc., je suis désolée, mais ces réductions de personnel, ces réductions de budget culturel me semblent absolument catastrophiques. Et ce n'est pas de maintenant. Ça dure déjà pas mal d'années. On le voit, et en France, on le voit évidemment aussi, que la qualité de l'enseignement a beaucoup baissé. Essayez de faire le bac ou le BEPS de cette année et vous allez rigoler, je pense. Enfin, je ne sais pas, moi je suis en colère, si vous voulez, je suis absolument... je ne sais plus comment vous exprimer ma déception de voir que les gouvernements ne nous n'appuient pas la défense que nous faisons, nous, Français de l'étranger, qui sommes les premiers ambassadeurs, et j'insiste, et je suis d'accord avec Gérard, nous sommes les premiers ambassadeurs de notre pays. Que ce soit par la langue, que ce soit par la cuisine, que ce soit par les entreprises, nous sommes les premiers ambassadeurs. Et nous sommes très bien reçus. La preuve, combien de nous qui sommes ici, dans cette réunion, nous vivons depuis plus de 10, 15 ou même 20 ans dans chaque pays. On n'est pas des récents. Mais nous, on continue à parler français, on continue à manger français, on continue à râler français. Et nous nous intéressons à nos compatriotes. Quoi qu'ils disent que nous sommes ça ne fait rien. Mais, si vous voulez, le dernier point que je veux parler, c'est du vote. Quand vous voyez que pour les votes présidentiels, que le consulat, en tout cas, je peux vous dire parce que je suis très proche du consulat de Caracas, ils ont énormément travaillé, on fait un travail assez bien soigné, etc. On essaie au maximum de vendre l'idée de la procuration, mais quand vous voyez les gens qui ne comprennent rien de politique, qui ne s'intéressent pas, etc., le résultat, c'est quoi? Que sur l'ensemble des Français de l'étranger au monde entier, il n'y a que 15% qui ont voté pour les présidentielles. C'est lamentable. Non, et comme on nous enlève... C'est 48%. Pardon?
Non, pour la présidentielle, les Français de l'étranger, c'est pratiquement 1 sur 2. C'est 48% de mémoire. Non. Dans d'autres secteurs, ça n'est pas arrivé aux 15%. Hein. À l'échelle mondiale. Hein. Bon, en tout cas, dans notre secteur, ça n'est pas arrivé aux 15%. Nous avoir éliminé le vote électronique me semble une erreur énorme. Énorme. D'abord, on ne peut pas, de toute façon, on a éliminé le vote par correspondance, heureusement, parce que moi, je recevais les bulletins de vote 6 mois après. Par exemple, le courrier ici n'existe pas. En tout cas, ce qui est, point de vue, les relations par Internet, c'est parce que j'ai un Internet satellitaire spécial que je peux avoir une excellente vision. Parce que ce qui est de l'État ici, c'est épouvantable. Nous sommes réduits au minimum, tous, avec le confinement, les moyens financiers qui nous sont réduits, notre travail qui est devenu à zéro. Je pense que nous sommes à peu près tous dans la même situation. Et on sauve les meubles, pratiquement. Mais pas principalement, moi, je suis très intéressée à ce que nous continuons notre démarche et nous vous appuyons, Monsieur le Sénateur, à tout ce que vous faites, parce que il est vrai qu'en France, les Français ne pensent qu'à leur nombril et ils ne pensent pas qu'il y a des Français fous qui sont partis à l'étranger. Eh oui, parce qu'on nous traite comme ça. Chaque fois que je vais en France, ah, mais et c'est où le Venezuela? Non, c'est loin. Je dis, c'est pas la peine d'expliquer, ça ne t'intéresse pas. Et c'est pas une amertume que je dis, c'est une réalité. Par contre, je suis ravie chaque fois que je vais en France. J'adore mon pays. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis pas vénézuélienne. Je ne suis que française. Et ça fait combien d'années que je suis ici? Plus de 40 ans que je suis ici au Venezuela. Alors, monsieur le sénateur, continuez. On vous appuie. L'unique chose que si je voudrais insister, c'est qu'il ne faut absolument pas négliger notre influence du français. Et je fais une petite accolade. À l'Union européenne, on parle beaucoup anglais. Le Brexit vient, les Anglais partent. On va continuer à parler anglais quand il y a que le seul pays de langue anglaise est parti. Je vous pose la question. Merci de poser la question. Déjà, Liliane, quand même, merci pour ce plaidoyer. Je veux dire, on a entendu les mouches voler, Liliane. Tout le monde était… Tu nous as scotché, là. On a senti une vraie passion. Il y avait le cœur battant de la France, là, dans ton message. Hein. Vraiment, c'était un message magnifique. Écoute, je vais répondre sur la langue. Avant, je voulais te dire que je suis entièrement d'accord avec toi sur l'analyse sur la qualité des professeurs, parce que ce qui est mis en œuvre avec la suppression des 512 postes de titulaires à l'AEFE et l'idée de doubler le réseau, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que les lycées français à l'étranger vivent uniquement avec des agents de droit local. C'est ce que tu as dit, hein, et tu as parfaitement raison. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a que des agents de droit local. Il faut un mix, il faut un mélange. Il faut qu'il y ait à la fois des enseignants qui enseignent en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, dans le Grand Est, qui viennent 3 ans et enseigner à l'étranger, qui échangent avec les agents de droit local. Il ne faut pas, selon moi, imaginer des lycées français à l'étranger qui ne soient que avec des enseignants qui arrivent de France ou que avec des agents de droit local. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre, un mix entre les deux, parce que vous voyez, on le voit finalement dans le fonctionnement de tous les quais d'Orsay, de tous les ministères des Affaires étrangères, partout dans le monde, fonctionnent de la même manière. Ce sont des missions de 3 ans, renouvelables une fois, 3 ans à un poste à l'étranger, puis par exemple 3 ans à un poste dans un autre pays à l'étranger, et ensuite on fait revenir les agents à Paris pendant 3 ans. Ce n'est pas pour rien qu'on les fait revenir. C'est parce que, vous le savez, moi je vais vous raconter, je pense que c'est intéressant, c'est quelque chose que je découvre depuis récemment. Moi,
Ça fait des années que je vis en Allemagne. Je suis un Français de l'étranger depuis de nombreuses années. Et donc, depuis 3 ans, depuis un peu plus de 3 ans, maintenant, je travaille à Paris comme sénateur. Eh bien, dernièrement, j'ai des collègues ici à Paris qui m'ont dit « Ça y est, tu es redevenu français ». C'est très curieux, cette expression. Et en fait, c'est vrai que partout où on vit, si on vit 20 ans dans un pays, on finit par en prendre un peu les codes, les habitudes. On devient, on essaye de prendre le meilleur de chaque pays, etc. Vous voyez ? On essaye il y a une partie d'adaptation de nous-mêmes. Et moi, quand je suis revenu en France il y a 3 ans, après de longues années ailleurs, presque tout me surprenait. Parce qu'en fait, le pays a changé aussi. Entre le moment où nous, on l'a quitté et le moment où on revient, ne serait-ce que le vocabulaire. Les mots qu'emploient les Français aujourd'hui ne sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même champ lexical qu'il y a 20 ans, par exemple. Vous voyez, la langue a évolué, il y a des idées qui ont changé, des accents. Enfin, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. C'est que et je pense que c'est vrai aussi dans ces questions d'enseignement, vous voyez. Donc, je pense que Liliane, on se rejoint. Hein, je pense qu'on dit la même chose. Et oui, alors sur la langue. Bon, Liliane, tu prêches un convaincu, parce que avant de venir il y a 3 ans, donc travailler à Paris, j'ai travaillé 14 ans à l'Office européen des brevets, qui est une organisation internationale. Enfin, alors, si on est précis, c'est une organisation intergouvernementale et qui a 3 langues officielles, l'anglais, l'allemand et le français. Le fait qu'il y ait 3 langues officielles, ça signifie que tous les agents peuvent s'exprimer librement dans l'une des 3 langues, puisqu'elles sont toutes les 3 avec le même statut. Et j'ai travaillé 14 ans dans cette organisation, et plus le temps passait, plus je voyais l'anglais prendre le pas. Exactement ce que tu décris. Et moi, je peux te dire que dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé, je parle très bien l'anglais et l'allemand. Hein. C'est vraiment pas je pourrais parfaitement dire le même discours en anglais ou en allemand. Mais je me suis toujours exprimé qu'en français. Parce que dès lors que c'est une langue officielle, déjà, j'en avais le droit. Et puis, au-delà de ça, moi, j'estime que mes collègues qui finalement étaient espagnols, tchèques ou polonais et qui avaient appris le français notamment à un moment dans leur vie et ce qui leur a permis d'accéder à l'Office européen des brevets, finalement, il fallait qu'ils continuent à préserver leur français. Et donc, je me disais que c'était important qu'ils sachent pourquoi ils l'avaient appris, qu'ils aient des interlocuteurs en face d'eux qui parlent français. Donc moi, Liliane, en tout cas, je peux te dire que pendant 14 ans, j'ai tenu uniquement cette ligne de conduite, qui est, je crois, celle que tu prônes. Merci, Ronan. Xavier? Alors, Xavier va conclure, et je dois dire que je suis un petit peu enthousiasmé, alors je risque de dire des bêtises. D'abord, merci infiniment, Ronan. Tout ce que tu nous as raconté est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Il y a une chose que je veux souligner qui sort du discours de Liliane, c'est que ici, tous les gens qui sont là sont plus français, je dis bien plus français que les Français de l'Hexagone, parce qu'il y a tout le caractère émotif par rapport à la nationalité, dû à l'éloignement, dû à tout ce qu'on peut imaginer pour un Français qui habite loin, et dû parfois aussi aux difficultés spécifiques qu'on rencontre dans un pays ou dans un autre. Je suis persuadé que, je regarde devant moi, j'ai l'image de Gérard, je suis persuadé qu'il a des tas d'emmerdements spécifiques au Mexique et qui sont différents de ceux qu'on a, nous, au Brésil, mais il n'empêche que
ces emmerdements, pour parler vulgairement, renforcent notre amour pour le pays, pour notre pays. Et ça, il faut que M. Le Drian le sache et se le mette dans un coin de son crâne.